questionnaire. Alors, oui, Donc vous faites un master, vous travaillez à l'ANR et vous faites un master en même temps, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Je fais un peu les deux à la fois et je prépare en fait. Oui, enfin c'est ça, c'est un master de politique internationale, un peu relations internationales. Et comme on travaille dans mon master beaucoup sur les projets européens, en fait, j'ai cherché pas mal Ok, construire un sujet autour d'accord. de questions à la fois politiques en fait et Mhm, à la fois de recherche et d'innovation, comme je suis spécialisé sur les programmes H2020. D'accord. Ouais. Ok. Et mm. Mhm. Donc vous avez piloté, c'est ça le projet Mérite. RID, c'est ça? J'ai jamais revendiqué de l'avoir piloté. J'ai été coordinateur D'accord. de beaucoup de projets, dont un s'est terminé juste samedi, avant-hier, mais pas de mérite. Je ne sais pas Ouais. comment ça circule, que c'est moi le coordinateur de Non, mérite. Non, non, c'est non, l'université oui, tout euroméditerranéenne à fait. Tout à fait. en Slovénie, à Piran. Mhm. Et puis c'était Hamid El Zoheiri, hein, le président de l'université actuel de l'université, qui était le coordinateur de Méride. Ça a été toujours lui depuis le début, mais je ne sais pas pourquoi à chaque fois on s'adresse à moi en tant que coordinateur, mais n'empêche. Bon, j'étais un Ok, des partenaires quand même importants et entre autres j'écris les recommandations à la fin. Ok. d'accord. Mhm. Donc, Et d'accord. surtout, j'ai pas mal travaillé avec l'Iran, parce que Mérite, c'était aussi d'autres pays. Hein. Oui, C'était oui, un tout à peu fait. C'est le l'Irak. Liban, l'Égypte, la Jordanie, etc., l'Irak. Mhm. C'était la première fois qu'on avait l'Iran et l'Irak dans un projet Horizon 2020 avec D'accord. Mérite. Mhm. Oui. Non, tout à fait. Oui, c'est un projet qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs pour mon travail. Là, j'ai pas mal exploité des documents en fait qui étaient disponibles sur Fordis pour mes recherches. Étant donné que Mhm. je me suis juste spécialisé sur l'Iran, mais il y a beaucoup de Mhm. documentation, beaucoup de comment. Oui, j'ai pu apprendre pas mal de choses vraiment sur le contexte. Donc, Mhm. euh, j'ai comment. Oui, j'aurais des questions par rapport notamment à l'impact que ça a eu en fait selon vous ce projet. Vous avez eu un sentiment. Écoutez, bon, comme je vous ai dit, c'était la première fois qu'on avait des Iraniens et des Irakiens dans un projet Horizon 2020 et ce type de projet INCO qu'on appelait projet INCO à l'époque, Oui, International Cooperation, hein, qui n'existe plus oui, actuellement. tout à fait. Euh, là, moi j'ai très longtemps travaillé avec les autres pays méditerranéens, arabes méditerranéens, dans la coopération euro-méditerranéenne. Et là, pour la première fois, on avait un projet qui ciblait l'Est, mais du pourtour méditerranéen, plus Iran et Irak. Voilà. C'était un peu un intérêt. Moi, c'était complètement terra incognita, si je peux dire, Oui, une terre inconnue, l'Iran et l'Irak. Et bon, ça m'a pas mal intrigué de voir un peu comment ça fonctionne. Et j'ai eu la chance d'assister à un tout premier workshop. Je crois que c'était en fin 2016, si je me rappelle pas, si je me trompe pas. En tout cas, c'était en décembre. Ça a coïncidé avec le jour où les sanctions de l'Agence internationale d'énergie atomique à Vienne a levé les sanctions. C'est mm, le jour, j'étais là-bas, le jour où il y a eu la décision finale à Vienne, comme quoi les sanctions étaient levées, le dossier était clos. Et nous, on organisait là un tout premier workshop ce jour-là à Téhéran, dans le cadre de Mérite. Et je me rappelle toujours de l'intérêt que portaient les gens sur place de la décision de Vienne, c'est-à-dire ils l'attendaient de moment à moment, ils regardaient sur le site internet toutes les 10 minutes, si je peux dire, pour voir s'il y a eu une décision et quelle est la décision. Et vraiment, ils étaient enthousiasmés quand il y a eu la fin de cette histoire. Donc c'était très impressionnant parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont beaucoup souffert des sanctions
pendant 8 ans, si je ne me trompe pas, et ils espéraient vraiment un changement complet du contexte politique et de coopération avec l'Europe et le monde, je dirais, avec les États-Unis inclus. Donc, nous, on s'est trouvé là, on a trouvé plein de gens très intéressés à Horizon 2020, à la coopération avec l'Europe, des gens bien éduqués, qui parlaient un anglais parfait, parce que moi, j'avais un peu extrapolé, pour être franc. Je pensais qu'ils étaient toujours en très mauvaise relation avec les États-Unis. Ce n'était pas du tout le cas. Il y a eu la révolution iranienne qui a évidemment complètement gelé les relations avec les États-Unis. Mais après, tout ça s'est réglé. Et pendant plusieurs années, il y a eu beaucoup d'étudiants iraniens qui sont allés aux États-Unis. Et donc, il y avait des relations très étroites au niveau éducation. Et c'est pour ça qu'ils parlaient tous quasiment un anglais parfait. Et après, il y a eu cette histoire du nucléaire et les sanctions pendant 8 ans, etc. Bon, donc moi j'ai vu des gens très motivés, bien éduqués, évidemment beaucoup d'universités, beaucoup d'étudiants, énormément, et même un peu trop d'universités d'après leurs propres commentaires. Il y en avait un peu trop et ils pensaient qu'il faut les faire des merging, etc., enfin les regrouper. Et surtout, ils voulaient rétablir les relations recherche et innovation avec l'Europe. Ils parlaient beaucoup innovation, mais d'autre part, il y avait une politique derrière de l'État pour l'innovation, mais il n'y avait pas les moyens, pas du tout. C'est-à-dire, on s'est aperçu, on a participé à un très grand congrès annuel de l'innovation avec, je ne sais pas, 600 personnes ou je ne sais pas quoi, qui faisait tous les ans. Mais bon, derrière, il y avait des budgets complètement dérisoires, pour ce qui était un peu en contradiction avec la grande ambition, voilà, pour l'innovation, etc. De plus, il y avait tout un problème aussi d'équipement ils avaient beaucoup souffert avec les sanctions, donc il y avait l'équipement qui nécessitait une rénovation. Bon, il y avait quand même beaucoup de choses à faire pour rétablir le niveau. Donc ça, c'était le tout premier contact. Ensuite, c'est la Commission européenne qui a organisé 6 mois plus tard, en juin, un premier workshop, c'était la DG EAC, donc c'était plus côté éducation, université, coopération universitaire, mais en coopération avec la DG Recherche, et donc c'est pour ça que j'étais là moi aussi, pour présenter le côté recherche. Encore à l'université de Téhéran, un très grand intérêt, des policy makers, comme on dit au bon français, enfin bon, tout le monde était là. On a aussi eu des contacts quelques contacts avec le ministère, c'était surtout en décembre lors du premier workshop, complètement hors agenda, mais ça montrait un peu l'intérêt qu'ils avaient pour tout ça. Voilà. Donc, ensuite, la Commission a encore financé en novembre une séance d'information, une Info Day, sur Horizon 2020, à travers le Facility, International Cooperation Service Facility. Donc, j'ai participé en tant que trainer. Et quelques mois plus tard, en janvier, c'est une université qui m'a invité à titre personnel pour faire une présentation Horizon 2020 uniquement pour l'université. Bon, donc vraiment, ils mettaient le paquet, ils ont payé les frais. Il y avait beaucoup d'ambition. Mais je crains que les suites... la suite n'a pas été à l'ambition de ce début un peu impressionnant, parce que c'est vrai que l'Europe a toujours poussé pour les relations avec l'Iran, mais il y a eu très vite le blocage côté États-Unis.
on voyait que il y avait des problèmes très terre-à-terre, c'est-à-dire nos partenaires dans le projet Mérite, nos partenaires iraniens, notre partenaire, il y en avait un seul, ne pouvaient pas recevoir son budget. C'était très simple, les banques refusaient, il n'y avait aucun moyen de transfert de son budget Horizon 2020 à cette université. Cette entité, c'était une association pour la promotion de l'innovation, ok. Et d'après ce que je sais, à un certain moment, ils ont envoyé quelqu'un qui a récupéré les sous en espèces et il est rentré en Iran avec. Bon, c'était complètement exceptionnel, il a fallu des démarches pas possibles, mais c'est pour vous montrer un peu comment les choses, déjà, il y a au moins 2 ans et demi, devenaient très très compliquées. Voilà un peu le contexte. Donc, d'une part, l'Europe voulait bien les intégrer, mais il y avait beaucoup de problèmes techniques. Même nous, quand on allait sur place, on travaillait qu'avec des espèces, hein, c'est-à-dire qu'il fallait avoir des espèces pour payer l'hôtel, pour payer tout, parce que les cartes de crédit ne fonctionnaient pas du tout, aucune. On était bien avertis sur ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est depuis? Je viens juste de regarder sur le Participant Portal, hein, le dashboard que vous devez sans doute connaître. Je l'ai regardé là tout à l'heure. Je vois qu'actuellement, il parle de 13 contrats, 13 grants. Sur 65 applications, dont 55 étaient éligibles. Donc 13 projets avec 15 participants au total, donc il y a peut-être un projet avec participants. Et la plupart, c'est des Marie Sklodowska-Curie. Tout à fait. Des indicateurs. Ouais. Tu l'as envoyé, même non nettoyé, tu l'envoies. Nous sommes d'accord. Ils ont reçu au total, apparemment, en tout cas, je ne sais pas s'ils l'ont reçu, mais ils sont supposés recevoir 1 130 000 euros. C'est ça. Dont plus que la moitié, c'est pour l'université de Téhéran, hein, qui est une très grande université qui regroupe plein de facultés, quasiment tout sauf le médical. Et la plupart du budget, en tout cas, c'est pour la santé et les nanotechnologies. Ben, vous pouvez trouver tout ça. Vous êtes familier avec le dashboard? Oui, je l'utilise. Ok, donc vous connaissez les chiffres, voilà, c'est surtout Health, Nanomaterials, Advanced Materials, Climat, et voilà. Oui, en nanomatériaux, j'ai pas trouvé de projet par contre. J'ai trouvé effectivement beaucoup de choses dans le médical. Ou alors du médical lié Là, dans le budget, ils disent qu'il y a 370 000 pour la santé, 360 000, juste un peu moins pour les nanotechnologies. Parce qu'il y a de marqué aujourd'hui. Hein, donc, il doit y avoir des projets derrière. Parce que, oui, voilà. Oui. Non, bah, il faudra que je revérifie alors. Ouais. Mais d'accord. Mais oui, donc oui, je me demandais, oui, c'est ça. Concernant les recommandations qu'il y avait eu en particulier, par exemple sur les visas, on a le sentiment que dans le projet Mérite, ils indiquaient bien qu'il faudrait que les politiques européennes, en particulier les États nationaux, se mettent un petit peu en accord en fait avec les directives européennes pour faciliter les déplacements des Iraniens. Et j'ai interrogé des gens qui participaient à des projets et qui ont encore eu des problèmes là récemment pour venir en Europe faire la recherche. Donc, mais vous savez, c'est valable aussi pour quasiment tous les pays appelés tiers. Hein. Oui. On a bien établi le visa scientifique, mais il y a beaucoup de complications. Hein. Je travaille énormément avec les pays tiers, Asie centrale, Mer Noire, etc., le Eastern Partnership. Bon, le visa scientifique, c'est bien, mais il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Ça prend trop de temps.
quasiment pour les Erasmus, on me disait que c'est impossible parce que entre le moment où ils font l'application et le moment où ils reçoivent le visa, le semestre est déjà passé depuis longtemps et tous les deadlines sont complets. Enfin bon, il y a beaucoup de problèmes. Donc, c'est pas réservé que aux Iraniens, c'est un problème qui existe de façon plus générale, hein, les visas. D'accord. Ah bon, pour les Je messages, vois. regardez, mais c'est tout merci. Et oui, Pas comme, là notamment, je m'interrogeais aussi, comme il y a l'instrument Instex là qui a été mis en place. Le Instex, Instex, c'est quoi système c'est pour le système de compensation qui doit permettre. Ah, de compensation, ils en parlaient à l'époque, j'ai pas suivi les évolutions, c'est-à-dire de pas faire de transfert d'argent, mais de échanger du... Donc il est en place, il est en place. Il est en place, mais parce que j'ai entendu effectivement aussi beaucoup d'autres porteurs de projets qui avaient utilisé exactement en fait les mêmes méthodes, voire qui voulaient pas du tout me dire comment ils avaient fait pour transférer. Oui, oui. Oh, voilà. Très bien, ils ont bien fait. Ok. Voilà, tout à fait. Oui. Mais donc là, ça c'est en place. Je ne sais pas si ça va marcher pour les projets Horizon 2020. Je ne sais pas du tout. Nous, on n'a plus de projet avec eux, c'est vrai. On n'a plus de projet en cours parce que tous ces projets INCO n'existent plus quasiment. Et donc, pour voir avec les projets thématiques, hein, si interviewer ces gens-là pour voir s'ils sont couverts par cet instrument ou pas. C'est surtout pour des biens, je sais pas du tout. Oui, c'est surtout justement, il y a peu de connaissances en fait de la part du milieu de la recherche de tout ce contexte politique et ça pourrait peut-être avoir une utilité en fait pour justement obtenir des fonds, etc. Donc il y a peut-être encore finalement, j'ai l'impression, des démarches de diplomatie un peu scientifique à mettre en place pour renforcer la connaissance un peu mutuelle des systèmes. Oui. Mais je vois aussi que là, vous parliez du fait que vous aviez été invité personnellement par des universités et je sais que j'ai pour le moment pas trouvé non plus trop de démarches en fait qui ont été vraiment mises en place du côté iranien pour se coordonner un peu en fait et mutualiser un peu leur connaissance sur. Oui, c'est vrai. Bon, moi, c'était une initiative un peu unique, hein, il n'y a pas eu de suite. C'est quelqu'un qui avait assisté à la journée d'information Horizon 2020 mise en place par la commission, par le Service Facility, donc il était là dans l'audience. Et comme il était en charge des projets, du montage de projets, etc., dans son université, qui s'appelait... Ok, j'ai un trou de mémoire là. Modares University, voilà. Donc il s'est mis d'accord avec son université, ils m'ont invité, ils ont payé mes frais pour faire une présentation que pour leur université. Donc c'était un peu un cas sans suite. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est depuis. Par contre, au niveau de coordination, il y a une autre initiative qui est intéressante. Il y a 5 grandes universités iraniennes qui ont organisé l'année dernière, en octobre, si je ne me trompe pas, dans une toute petite île qu'ils ont dans le golfe Persique, un forum, le Middle East European Forum. Vous êtes au courant? Vous l'avez un peu... Non, mais je crois que je connais cette île. C'est une des seules îles où il n'est pas nécessaire d'obtenir un visa, je crois. Un visa, quand on vient il n'y a que de Dubaï, je crois. Il n'y a qu'un vol de Dubaï. Donc, si vous venez de Dubaï, c'est un peu pour aller passer des vacances parce que il y a des hôtels, il y a des appartements privés, etc. C'était déjà de l'époque du Shah, on m'a dit, ça avait commencé à avoir un caractère comme ça. C'est une toute petite île, hein, fait pas plus que 20 km de long. Et c'est et là, il y a de grands hôtels, bon, un peu de l'architecture des années 70 et un peu après, mais bien conservé, hein, c'est pas mal. Donc, les gens vont là-bas. Plus les Iraniens, il y a beaucoup d'Iraniens qui vont là-bas, et quelques autres habitants du Golfe, justement parce qu'il ne faut pas de visa, mais on peut aller que là-bas, c'est-à-dire on ne peut pas voyager vers l'Iran, il est évident.
Donc, ils ont organisé ce Middle East European Forum, 5 universités, dont l'université de Téhéran. C'était un peu... Bon, on m'a invité, je suis allé là-bas, mais c'était... Bon, ils ont invité aussi bien des Européens qu'aussi bien des pays du Moyen-Orient et du Golfe, des scientifiques et des policymakers, surtout des scientifiques. Mais si vous voulez, il manquait vraiment un caractère derrière, c'est-à-dire où on met des chercheurs ensemble, où on met des policymakers, les objectifs n'étaient pas très clairs. Donc, ils ont invité, je sais pas, 10 chercheurs sur les matériaux, 10 chercheurs sur le climat, je sais pas combien d'autres sur la santé. Il y avait 5 ou 6 thèmes, si je me trompe pas, sur l'espace urbain, il y avait aussi un thème. Mais bon, 10 scientifiques ou 15 qui représentent quoi? Comment ils ont été choisis? Vous savez, c'est un peu une démarche un peu, si vous me permettez le terme, j'en trouve pas un autre, un peu primitive. C'est-à-dire, on invite 10, 15 chercheurs, on les met brusquement 2 jours ensemble et on leur demande de mettre au point des objectifs et des projets de coopération, mais qui n'ont pas de financement derrière. Bon, on faisait ces choses-là peut-être au début de ma carrière, il y a 30 ans, mais on a vite compris que bon, ça mène à rien, ça représente rien. Les 10 chercheurs qui sont là vont simplement parler de leur propre projet, et puis bon, ça représente pas vraiment grand-chose. Il y a un website de tout ça. Je crois qu'il y a après beaucoup de démarches, il y a même un texte de conclusion qui est sorti, mais qui, moi, j'ai un peu regardé les drafts et j'ai un peu contribué sur les drafts, mais bon, à mon avis, ça va pas très loin. Mais ils ont l'intention de le continuer. Ce qui était intéressant dans la démarche pour moi, c'était que c'était quand même 5 universités qui se mettaient ensemble pour faire ça. C'était pas une initiative ministérielle, pas du tout. C'était que les universités. Et bon, il y avait un peu cette volonté de jouer un rôle dans le Golfe, au Moyen-Orient, mais aussi avec l'Europe. C'est-à-dire, bon, ça aussi, déjà, on voit que c'est un peu trop vague, hein, où on veut imposer notre rôle dans le Golfe ou au Moyen-Orient, mais on vient brancher aussi l'Europe là-dedans. Bon, c'est un peu tout ensemble, hein, et un peu tout, en général, c'est pas trop, ça mène pas trop loin. Voilà. Mais ils ont l'intention de le continuer. Peut-être pas encore cette année, mais cette année, voir un peu où ils en sont, s'il y a eu des progrès, etc. Faire un peu une revue et le réorganiser l'année prochaine. Voilà. D'accord. Alors, on en est, donc moi aussi, ils m'ont dit si je pourrais peut-être participer ou je sais pas quoi, mais à mon avis, ils ne sont pas décidés encore s'ils vont le refaire cette année, ce sera plutôt pour l'année prochaine. Voilà. Encore les 5 universités. Et d'accord. Oui, parce que j'ai noté aussi qu'en fait, l'essentiel des actions qui ont eu lieu, enfin des projets de recherche H2020, ils étaient avec finalement, oui, c'est des grandes universités. C'était un peu justement une question de structure, en fait, étant donné que c'est les plus performantes et que les projets H2020 se veulent des projets d'excellence. Finalement, il n'y a à peu près que ces universités qui sont capables, en fait, d'assumer les conditions en fait, de H2020. Absolument. Bon, c'est l'université de Téhéran et l'université médicale de Téhéran qui est séparée. C'est essentiellement ces deux-là, mais il y en a aussi. Enfin bon, il y en a qui a encore quelques-unes, mais c'est toujours le cas avec les pays tiers. Hein, vous savez, c'est pas. On invite bien tout le monde, mais on sait bien qu'à la fin, c'est quelques grands joueurs. Quelques. Trop peu, à mon avis. Okay. Oui. Je pensais que ce serait plus intéressant aussi de faire une coopération un peu plus large, oui.
avec plus de participants, plus d'universités plus modestes peut-être, pour avoir un intérêt. Oui, mais bon, mais pas à Horizon 2020, hein, vous savez. Puis regardez, même du point de vue européen, si quelqu'un leur frappe leur porte, un consortium qui se met en place, et quelqu'un leur frappe leur porte et il vient d'une université pas connue, qui n'est pas, bon, l'université de Téhéran, bon, très bien, on suppose que c'est une très grande université, donc on dira, ah tiens, éventuellement. Et encore, je ne suis pas sûr s'ils vont être très ouverts, les Européens. Mais si c'est une autre complètement inconnue, bon. Ah bon, Et déjà avec l'Iran, il y a un problème. Même il y a 2 ans, moi, je savais qu'il y avait une ouverture côté Commission et côté Europe. C'est pour ça que la Commission a organisé 2 workshops là-bas, hein, parce qu'il y avait une politique d'ouverture vers l'Iran et de coopération avec l'Iran, mais le chercheur moyen européen, de quel pays que ce soit, il n'est pas sûr que c'est bien d'avoir un partenaire iranien. Donc, je suis sûr qu'il serait très, très hésitant. Et quand on hésite, quand on prépare un projet Horizon 2020, on élimine. Hein? Moi, j'ai monté plusieurs projets, j'ai coordonné de très grands consortiums. Bon, on ne va pas prendre le risque si on n'est pas sûr que ce sera un plus pour notre projet. Et quand les Européens disaient Iran, bon, je suis sûr que beaucoup de chercheurs auraient dit où c'est qu'on va s'avancer ici. Voilà. C'est pour ça qu'une de nos recommandations, c'était de vraiment faire la publicité, si je peux dire, de cette volonté de la DG Recherche de coopérer avec l'Iran. S'il n'y avait pas une certaine politique de dissémination de cette volonté, le chercheur moyen, il aurait dit non, il vaut mieux coopérer avec un Pakistanais, hein, tout ça, ou un Indien. Voilà. On dit indien au passage ou... Oui, oui, tout à fait. Ok. Pas d'américain. Ok. Ouais. D'accord. Donc oui, c'est aussi un problème d'image en fait. Oui, d'image, ouais. Et là, le projet, là par exemple, Mérite, vous pensez qu'il y a des possibilités aussi que sur Horizon Europe puisse y avoir des choses un peu similaires qui se mettent en place pour soutenir un peu cette coopération sur le programme cadre? J'ai le sentiment que, bon, l'époque des projets INCO est passée, que c'est... Bon, moi, j'étais pas pour ce changement de politique de la Commission, mais bon, on peut avoir des arguments pour et contre. J'ai l'impression que malheureusement Horizon Europe vient trop vite pour voir un peu les effets de cette politique sans INCO. Vous savez, il faut un certain temps pour voir comment ça marche avec INCO, comment ça marche sans INCO, pour éventuellement les remettre en place sous une même forme ou une forme évoluée. Mais je crois que c'est un peu trop vite. Ce International Cooperation Service Facility fonctionne quasiment depuis 2 ans seulement, donc c'est un peu trop récent pour voir si ça a été mieux, quel point était mieux, quel point était négatif, et pour envisager de remettre quelque chose dans Horizon Europe, qui maintenant est quasiment déjà plus ou moins... c'est un peu... Donc je ne suis pas très optimiste pour revoir des actions comme ça de coopération internationale, en tout cas dans les premières années de l'Horizon Europe. Peut-être s'il y a une certaine flexibilité, on reverra ça plus tard. Peut-être après les 2 premières années, peut-être on reverra quelque chose dans ce sens-là. Mais à mon avis, cette politique d'ouverture, soi-disant, Horizon 2020 est ouvert à tout le monde, etc., je sais bien de le dire,
on sait bien que ça ne marche pas. On sait bien qu'il y aura trop peu de participation de pays tiers. Et s'il n'y a pas une certaine incitation, que ce soit d'une façon ou d'une autre, que ce soit un projet dédié ou que ce soit qu'il y ait une toute autre forme d'incitation, les participations seront aléatoires et il y en aura de moins en moins. D'ailleurs, on le voit sur la participation des pays tiers. C'est normal. Moi, je m'y attendais, moi j'en étais sûr, mais bon, ça, il fallait que la commission le voie aussi autrement. Nous qui travaillons sur le terrain, on était sûr que, bon, justement dire c'est ouvert, venez, il y en aura moins et ce sera aléatoire, c'est plus ciblé. Hein. Avant, on pouvait quand même dire que c'est peut-être intéressant de faire une coopération avec tel pays sur ce domaine parce qu'ils ont un potentiel. Il y en a eu beaucoup pas assez, comment dire, trop peu de coopération ciblée de ce genre. Ouais. Oui. Dans Horizon 2020. Qui en fait pourrait tout à fait convenir en fait aux objectifs d'Horizon 2020 et d'Horizon Europe, de renforcer la compétitivité de l'espace européen de la recherche, finalement en travaillant vraiment sur des domaines précis de la recherche avec chaque pays, ce serait un moyen vraiment de renforcer même l'espace intérieur. Donc, enfin, ah oui, c'est ça l'objectif. Hein, c'est pas bon. Horizon 2020 et Horizon Europe, c'est pas un programme d'aide au développement. Ça, c'est sûr. Hein, je suis absolument d'accord. Donc, on ne va pas les aider. L'objectif derrière, c'est quand même la recherche européenne. Mais une coopération ciblée, ce sera pour l'intérêt mutuel, et en tout cas de la coopération de la recherche européenne. Tout à fait. Mais vous avez le sentiment aussi qu'il y avait eu, ça avait eu une efficacité, toutes les opérations de communication, de rencontres. Là, il y avait eu des rencontres avec des clusters aussi, je crois, iraniens, qui avaient été mises en place pendant le projet, qui ont eu une certaine efficacité pour renforcer la connaissance un peu de ces projets ou... Des réunions avec le cluster, ça je suis pas au courant. Je n'étais pas impliqué et j'ai pas vraiment, je sais pas, bon ça fait un peu longtemps qu'il s'est terminé ce projet, mais c'est pas mon sort parce que déjà des clusters iraniens. Il y a une organisation, oui, mais c'est pareil, les entreprises privées, c'est certainement un peu trop compliqué pour participer aussi à ce type de projet. Bah déjà, notre partenaire, c'était une association à droit privé, hein, c'était l'association iranienne pour la promotion de la recherche, de l'innovation. Mais cluster, bon, moi, j'en ai pas la mémoire. Hein, et franchement, si vous me parlez de cluster en Iran, j'en ai pas entendu parler, personnellement. D'accord. Et je l'ai pas lu quelque part. Non, j'avais lu ça dans un rapport de l'ONU, en fait. Peut-être. Peut-être, parce que vous savez, c'est un projet à beaucoup de partenaires. Moi, j'étais plutôt sur le policy. Il y a peut-être eu une réunion. Il y a le site web, il est toujours là. Je suppose que vous pouvez piocher quelque chose là-bas et peut-être contacter le partenaire responsable. Et finalement, en fait, eux, on a un peu le sentiment que c'est plus par d'autres biais que Horizon Europe, ce type de financement, en fait, que ce genre de coopération, là, comme avec l'Iran, ça peut se faire un peu à l'avenir. Enfin, quand on voit, par exemple, des choses comme Sésame ou des choses qui sont plus en lien, en fait, avec le EAS, peut-être. Vraiment des projets. Le EAS, le European External Action Service. Ah, ok. Plus des projets presque ouvertement plus politiques, en fait. Plus politiques, oui. Mais bon, faut voir déjà. Moi, je commence à être un peu... à avoir des doutes. Est-ce que cette politique européenne, elle continue vraiment, elle continue pas, ou on va être tôt ou tard obligé de suivre les États-Unis là-dedans, je ne sais pas. Hein. Moi, je sais que la compagnie aérienne grecque avait des vols entre Athènes et Téhéran, j'étais bien content. Je me suis servi une fois, mais
depuis que les États-Unis ont renforcé les mesures, c'est fini. Hein, et il y a Oui, beaucoup de compagnies européennes qui ne vont plus en Iran. oui. Donc, je me demande, est-ce que l'Europe, elle continue vraiment où on en est, franchement. Bah, Au il y a- niveau beaucoup plus général, beaucoup plus politique. Oui, Et je ne oui, tout parle à pas fait. recherche. Hein. Ah oui, l'idée, c'est aussi de voir justement un peu, dans la recherche que je fais, en fait, de voir un peu à quel point, en fait, le politique a créé des interférences, en fait, avec le monde de la recherche. Mais enfin, de ce que j'ai lu et comment recueilli comment, comme témoignage, c'est en fait, oui, c'est ça, quand il y a vraiment des impératifs de recherche suffisamment forts, les projets, ils se font quand même. Et Ouais. visiblement, même de ce que me disait justement le EAS, bah, il y a toujours de la recherche, en fait, quoi qu'il arrive, à un moment qui se fait en Ah oui, coopération. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça s'arrête jamais complètement. Et, et puis bon, il y a aussi les projets bilatéraux, hein, faut jamais les sous-estimer. Hein. C'est un outil très important qui, en plus, n'implique pas de transfert de fonds. Mm. Je ne sais pas si la France continue à avoir un programme de coopération bilatérale avec l'Iran, sans doute, via Oui, l'ANR. Je crois que c'est l'ANR qui gère tout ça, non? c'est pas la l'ANR, Ah, c'est le mais c'est le ministère des projet Affaires aussi. étrangères, hein? C'est Ok. oui, MAE. Ok, c'est d'accord. Bon, possiblement, oui. ça, c'est aussi un outil parce que, bon, c'est quoi? C'est des échanges scientifiques, donc les chercheurs travaillent ensemble sur un sujet, ils font des échanges de personnel, il n'y a pas de transfert de fonds et il y a beaucoup moins de complications. Mm. Ça aussi, donc il ne faut pas du tout les sous-estimer, au contraire. Tout à fait, oui, oui. Mais justement aussi, je m'interrogeais en fait parce que oui, effectivement, il y a eu beaucoup de partenariats signés avec la DFG, aussi avec la Suisse, avec les Britanniques en fait, Mhm. les Iraniens, et à quel point ça pouvait avoir aussi un impact positif justement potentiellement sur la participation H20 puis Horizon Europe en fait. S'il y a des programmes bilatéraux, peut-être que ça peut renforcer aussi justement permettre de passer un peu outre le sentiment de défiance qu'il peut y avoir Ah bah oui, ouais. Moi j'ai mais bon. toujours prêché pour l'utilisation des programmes bilatéraux Mm. comme premier pas pour vers quelque chose de plus ambitieux sur Horizon 2020 ou Horizon Europe. Ça. Mm. Mm. D'accord. Et vous avez le sentiment aussi qu'il y a beaucoup de problèmes administratifs aussi possiblement sur la coopération avec le système aussi administratif iranien. C'est un peu ce que j'ai recueilli aussi. Bon, il paraît que c'est pas facile. Il paraît, non, pas seulement il paraît, mais on sait bien parce qu'on a fait un peu une cartographie un peu de comment ça fonctionne. Vous savez, le système politique iranien, il est super compliqué. Il y a la présidence qui est très très forte, et c'est tout un autre gouvernement, si je peux dire. Et puis il y a la présidence, il y a le gouvernement, au moins ces deux pôles. Bon, il y a aussi le troisième pôle qui est le pôle religieux, mais on n'en parle pas. En tout cas, en recherche, bon, ça n'interfère pas tellement. En tout cas pour le moment. Mais il y a en tout cas au moins ces deux pôles qui font que tout le système est très compliqué. Où appartiennent les universités, où appartiennent les centres de recherche, qui supervise quoi, où interfère la présidence de la République. Bon, c'est un système qui n'est pas facile du tout au niveau governance, hein, comment il est géré. Dans la pratique, bon, nous, on n'a pas senti qu'il y avait tellement des complications administratives pour notre partenaire, hein, qui était là-bas, de gérer son projet. De toute façon, c'était une association, donc c'était pas une. Et d'ailleurs, il nous l'a suggéré. Une de nos recommandations parlait de ça, de se servir de plus en plus d'institutions intermédiaires, c'est-à-dire entre le gouvernement et le privé,
parce qu'il y a une flexibilité beaucoup meilleure, beaucoup plus grande. Parce que si on travaille uniquement avec le gouvernement et avec les ministères directement, etc., c'est très lent, très bureaucratique, très compliqué. Mais ces structures intermédiaires sont quand même supervisées par le gouvernement, qui les contrôle, qui sont en échange avec lui, mais qui peuvent mettre en place beaucoup plus facilement des politiques qui vont être décidées au niveau bilatéral ou multilatéral, enfin, ou Europe, Iran. Donc, se servir de plus en plus des intermédiaires, justement, en partie des complications administratives, oui, qui sont pas simples. C'était leur suggestion et puis je les comprends un peu. Mais nous, directement, bon, on n'a pas eu affaire à tout ça. On n'a pas touché. Ça ne nous a pas concernés. Pour eux, le plus grand problème administratif, c'est que l'Europe leur avait promis des sous et l'Europe ne pouvait pas les transférer. C'était tout simple. C'était pas une question de signature ou de je sais pas quoi, ou de procédure ou de truc, c'est que, bon, rien ne se passait. Voilà. Tout à fait. Et oui, du point de vue vraiment plus culturel aussi, les mœurs, les pratiques ou même l'aspect religieux, vous avez senti, ou de manière générale, pouvait y avoir certaines choses qui créaient des difficultés dans la coopération ou pas vraiment? Il y avait quand même une primauté du culturel, enfin de la connaissance scientifique. Moi, je vais vous dire, et ça c'est off the record, hein, mais vraiment que moi j'ai vu le contraire. J'ai vu des gens qui étaient très ouverts, très libéraux, si je peux dire, dans leur comportement, dans leurs échanges, dans leur au restaurant, boire ensemble un verre de vin, etc. Pas en Iran, hein. Bien sûr. Ok. Et aussi avec le rôle des femmes, bon, c'était beaucoup de femmes dans la recherche. Mais bon, quand ils étaient là-bas, ils suivaient l'étiquette parce qu'ils étaient obligés. Mais c'était pas leur propre, si vous voulez. Pas intégré, c'était plus. Oui. C'était parce que sinon, ils risquaient de perdre leur place. Hein, si les femmes n'avaient pas le foulard ou je sais pas quoi, ou si elles donnaient la main à un homme, serrer la main à un homme, bon, pas du tout. Mais quand ils étaient hors Iran, c'était pas du tout la même image. Donc, il n'y a pas vraiment de différence culturelle, mais c'est quand même un régime qui est imposé, qui a ses limites et qui, bon, une étiquette doit être suivie. Hein, mais c'était pas du tout. Moi, j'ai pas senti de différence essentielle culturelle. En tout cas, avec les gens, et j'ai fréquenté pas mal de gens pendant les workshops, pendant les breaks, pendant les ils nous ont chaleureusement accueillis, nous ont emmené faire voir des choses, etc. Donc on sentait que là ça allait très bien, mais qu'il y avait toute une étiquette à suivre. Voilà. Oui, finalement plutôt en fait des bons partenaires, au contraire, pour faire de la recherche. Des gens très très motivés. D'accord. D'accord, oui. Je crois, oui. Non, je pensais aussi, oui, parce qu'il y a aussi différents types de structures un peu hybrides, là, les universités Azad, par exemple, aussi. Les universités Azad, les universités ça peut créer aussi certaines différences, j'imagine. Azad, c'est lesquelles? C'est des universités mi-privées, mi-publiques, en fait. Ah, ok. Ouais. Je connais pas. Non, moi, je suis pas trop dans l'éducation. Non. D'accord. Bon. Je crois que
J'ai à peu près fait le tour de ma question. Je ne sais pas si vous Ok. avez des interrogations, des choses que vous aimeriez comprendre plus avant. Non, je crois que j'ai à peu près fait le tour de toutes mes impressions de ce pays. Bon, moi, je suis pas très optimiste Non, oui. et je pense que on a fait tout un effort et moi-même, j'ai été pas mal impliqué là-dedans. Mais je me demande quelle est et quelle sera la position de l'Europe et si vraiment elle va continuer une politique d'ouverture vers l'Iran ou de facto elle va être obligée de geler un peu tout ça. Mais tout cet effort va tomber dans l'eau, si je peux dire. C'est un peu mon sentiment, mais on va voir. Hein. Donc, mais ça ne dépend pas de la recherche, ça dépend du contexte beaucoup plus politique. Est-ce que finalement on est sûr qu'il n'y a pas raison d'être ennemi ou les Américains ont raison? Je ne sais pas. Hein. Je commence à me demander. Et si on est sûr qu'il n'y a pas de raison d'être ennemi, est-ce qu'on peut vraiment être copains? Parce qu'avec toutes les sanctions américaines, c'est pas facile du tout. Hein, c'est Non, pas ouais. facile du tout. Donc, je me demande vraiment comment vont continuer ces choses-là. Euh, et puis, vous savez, bon, moi maintenant, si je demande d'aller aux États-Unis, ça m'étonnerait qu'ils m'acceptent. Hein. Un peu Voilà, trop de 5 tampons. Hein. voyages là-bas, vous savez qu'on est, si vous n'avez pas besoin de visa pour aller aux États-Unis en tant que Français, en tant que Grec, sauf si vous avez voyagé en Iran. C'est une des exceptions. Okay. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là Oui, qui entrent en considération et je me demande, bon, là, je vois un peu un petit bras de fer entre l'Europe et les États-Unis sur ce point-là, de l'Iran, et on verra où ça va mener. Okay. Bon, bah. Voilà, ok. Très bien. Si vous pensez à autre chose et vous voulez un jour m'envoyer un mail ou quelque chose, pas de Ouais. problème, hein. N'hésitez pas. Hein. Quand vous allez un peu décortiquer tout ça, Tout à pas de fait. problème, hein, s'il y a Oui. quelque chose là. Bon, bah, je vous Ok, remercie vraiment beaucoup. Hein. alors bonne continuation, Merci. bonne chance avec votre travail. Oui, merci. Puis, Puis, voilà. Et puis espérons si que- vous avez quelque chose sur l'Iran et que vous voulez me l'envoyer, une fois que ce sera fini, ce sera avec grand plaisir de voir un peu Ce sera en français. votre synthèse de différents points de vue. OK? Voilà. Très bien. OK. Je ferai ça. Allez, au Bonne revoir. journée. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir.